Ok, donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en petit comité, mais c'est pas grave. Pour ce nouveau Pop Énergie, donc un format visio fait une fois par mois par Sirena pour son réseau. L'idée c'est d'avoir un intervenant extérieur à chaque fois pour parler d'un sujet qui peut vous intéresser pour les projets ou pour faire rencontrer des partenaires potentiels. Ce mois-ci, c'est Terra Énergie qui vient se présenter. Nous recevons Martin, merci d'être là, pour nous parler de sa structure, le Fonds d'investissement régional pour les énergies renouvelables. Et je te laisse la parole. Eh ben, merci. Du coup, effectivement, Martin Dugas, moi, je suis chef de projet chez Terra Énergie. Vous allez le voir, une structure un peu originale. On est un outil qui a été créé par la région Nouvelle-Aquitaine en 2016, donc bientôt 10 ans d'existence, pour accompagner sa feuille de route ENR et notamment contribuer à atteindre ses objectifs régionaux sur le territoire de la région. Donc, en bientôt 10 ans d'existence, on a accompagné un peu plus de 200 mégawatts de projets. On essaye de toucher tous les départements de la région. C'est malheureusement pas encore le cas, mais on espère y venir, notamment en creusant dans la partie nord-est de la région. Donc la région qui est l'actionnaire principal, mais pas majoritaire. Donc ça fait de nous une structure un peu originale puisqu'on est une SAS, on n'est pas une SEM. Et dans ce cadre-là, on a un peu plus de flexibilité que les SEM, puisqu'on n'est pas soumis au code de la commande publique. Pour autant, c'est bien la région qui impulse l'orientation du fonds, aujourd'hui actionnaire à 42%, suivi par la Caisse des dépôts, d'un pool bancaire d'acteurs privés et de deux SEM. Le but, quand la région a créé l'outil, c'était de s'entourer d'une certaine expertise, qu'elle soit à la fois financière et un peu plus technique avec les développeurs et les SEM. Et par contre, contrairement aux SEM, nous, on a la particularité de ne pas faire des projets en propre. On n'est jamais majoritaire sur les projets. On est actionnaire statutairement maximum à 40% des projets dans lesquels on investit, puisque notre objet est bel et bien d'investir dans des sociétés qui portent des actifs de production d'énergie renouvelable. Donc, on va calquer notre action et notre investissement aux besoins du porteur de projet avec lequel on travaille. Donc, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit sur le territoire et le but, c'est plutôt justement d'accroître l'ancrage des projets, de permettre leur émergence et de répondre aux besoins aussi du partenaire avec lequel on travaille. Autre précision statutaire aussi, c'est la taille des projets sur lesquels on se positionne. Euh, Terra Énergie a un ticket d'investissement minimum de 100 000 euros par projet et de maximum 1,2 million. Dans les faits, c'est comprendre des tickets minoritaires, mais on essaye de prendre à minima 5 à 10% des projets, idéalement plutôt 20%. Ça nous permet d'atteindre un certain actionnariat, un point dans la gouvernance aussi, et de traduire les souhaits d'orientation de la région en ayant accès à minima à certaines décisions de gouvernance dans les sociétés de projet. Et donc, c'est-à-dire qu'on regarde les projets, si on parle par exemple de projets solaires, à partir de 3 mégawatts crête et jusqu'à 50 mégas. Donc là, on estime qu'on est trop dilué. Pour autant, on peut aller sur des projets plus petits quand ils sont dans une logique de portefeuille, donc quand ils sont agrégés pour atteindre en fait, cette puissance de 3 mégas, qui est aussi le seuil en fait à partir duquel un financement bancaire est possible pour financer les actifs de production. Et nous, on va se positionner sur de l'apport en fait en fonds propres et quasi fonds propres, donc en prise de capital dans les sociétés et en apport en général de comptes courants d'associés ou alors en obligations. C'est ce qu'on fait le plus traditionnellement. Donc, comme je vous le disais, on travaille avec tout type de partenaires. Aujourd'hui, majoritairement des développeurs, parce que de toute façon, la majorité du volume de projets ENR vient des développeurs sur le territoire. Mais pour autant, on travaille aussi très bien avec les collectivités, les SEM qui sont nombreuses en Nouvelle-Aquitaine et de temps en temps aussi avec des collectifs citoyens. Je détaillerai un peu plus tard les projets d'Andy des Marais, donc en opération, et de Saint-Paul-les-Dax, avec notamment François qui participe à cette réunion et avec donc du coup le collectif citoyen Transition énergétique Saint-Paul-les-Dax. On travaille, nous, sur toutes les filières de production ENR. Donc aujourd'hui, on a investi dans des unités de méthanisation, dans l'éolien, dans du photovoltaïque, du solaire thermique, et on regarde aussi avec attention les sujets hydro, géothermie et stockage.
On va pas sur des projets, par contre, d'infrastructure euh, sur lequel il n'y aurait pas de briques de production là-dedans. Typiquement, quand il y a juste un réseau de chaleur et que on parle pas de la brique de production de chaleur qui est associée, on va pas pouvoir se positionner de ce côté-ci. Et après, on a des modalités d'investissement qui se calquent aux besoins du partenaire avec lequel on travaille. On peut intervenir un peu quand on le souhaite, en investissement ou même en rentrant dans les sociétés de projet. Ou plutôt, on va pouvoir se positionner en soumettant des lettres de soutien lors de réponse à des AMI, donc en disant qu'on sera intéressé pour investir aux côtés d'un porteur de projet quand celui-ci aboutira. Mais on peut aussi très bien se positionner à l'autre bout de la chaîne et en fait racheter des parts dans des projets prêts à construire ou même déjà construits. La seule chose que ça change, c'est notre action aux côtés des porteurs de projets et le besoin est différent en fonction de si on travaille avec un développeur privé qui va surtout chercher de l'acceptabilité notamment, de si on travaille avec des collectivités ou des collectifs citoyens où là il peut y avoir des besoins non seulement de moyens financiers pour faire aboutir les projets, mais aussi parfois d'expertise. Nous, côté Terra Énergie, on n'est pas forcément des experts techniques, mais on a quand même une connaissance générale du fonctionnement des projets. Et on peut faire aussi de l'accompagnement sur les volets juridiques et financiers. Donc, on n'est pas juriste de notre côté, mais pour autant, on côtoie tous les jours des pactes d'actionnaires, des statuts, des contrats de co-développement. On sait aussi ce qui se pratique sur le marché, ce qui est quand même assez cohérent et pertinent de mettre en place quand on monte des sociétés qui portent des actifs de production d'énergie renouvelable. Et juste avant, vous l'avez vu sur notre actionnariat, on a aussi pas mal de banques au capital de Terra Énergie. C'est des acteurs qu'on côtoie assez régulièrement. Et donc, on peut aussi faire un accompagnement en fait auprès des acteurs bancaires pour avoir déjà des offres de financement et ensuite pour tous les rounds d'audit et de négociations qui peuvent avoir lieu par la suite pour obtenir le financement du projet. Donc, on estime que c'est aussi une valeur ajoutée autre et qui s'intègre bien dans le travail qu'on essaye de faire, d'être facilitateur de projets et de permettre leur émergence. C'est pas seulement apporter des fonds, c'est aussi accompagner les porteurs de ces projets-là et donc apporter de l'expertise quand il y en a besoin sur certaines briques. Donc ça, c'est quand même des choses qui ont de la valeur aussi sur pour les collectivités et pour les collectifs citoyens qui sont pas nécessairement experts de ces sujets-là. Euh, Ensuite, nous, notre valeur ajoutée, ça, bon, c'est surtout sur la partie travail avec des développeurs privés, mais en tant qu'acteur parapublic, on a une certaine flexibilité de fonctionnement. Pour autant, on essaye quand même de mettre en avant justement l'aspect région de notre actionnaire principal. Je voulais pas préciser, mais on a 3 élus régionaux qui siègent au conseil d'administration de Terra Énergie. Toutes les décisions d'investissement qu'on prend leur sont soumises, donc c'est-à-dire qu'il y a une validation de la région quand on investit dans des projets. Ça permet entre guillemets de les labelliser. C'est aussi un gage en général de garantie pour les collectivités, pour les collectifs citoyens parce qu'on a beau être un investisseur, finalement, on va pas du tout regarder que la seule rentabilité des projets. Euh, on va aussi regarder tout un tas d'autres critères d'acceptabilité, de partage de valeur, des critères environnementaux peut-être un peu plus poussés aussi que ceux nécessaires à l'obtention des autorisations d'urbanisme des projets sur lesquels on va investir. Et donc derrière, ça permet de se positionner nous comme tiers de confiance à la croisée des chemins entre les privés, les publics et les collectifs citoyens. On est aussi un investisseur qui peut être rassurant dans le sens où, en fonction des partenaires auprès desquels on investit, on n'a pas forcément velléité à revendre des parts, comme peuvent le faire traditionnellement les fonds privés. Un fonds d'investissement, en général, il investit avec un horizon de retour sur investissement ou au moyen terme, et donc avec l'objectif de faire une plus-value et de revendre ses parts à une certaine échéance. Les projets d'énergie renouvelable, ils se positionnent sur le long terme. En général, c'est des baux de minimum 20 ans. Aujourd'hui, on les voit même aller jusqu'à 30, voire 40 ans sur certaines technologies. Nous, quand on investit sur des projets, on n'a pas forcément de velléité de sortir du capital. Donc, c'est aussi un élément qui peut être rassurant. Ça exige pas du
coporteur de projet, d'avoir une rentabilité immédiate ou besoin d'un apport de fonds pour racheter les parts d'un partenaire qui sait qu'il va partir dans 5 ans. Nous, au contraire, on peut même faire le mécanisme inverse, en fait, et apporter des fonds, racheter des parts auprès d'autres partenaires si ceux-ci ont pas les moyens d'apporter l'intégralité de ce qui avait été prévu au moment du financement bancaire, ce genre de choses. Donc, ça permet aussi d'inscrire ces projets-là dans la durée et d'avoir un partenaire qui, a priori, sera là aussi sur le long terme, qui ne se mobilise pas uniquement sur la partie développement, mais qui, derrière, va rester au long cours sur le territoire tout simplement parce que les projets eux-mêmes restent longtemps sur le territoire. Et donc, comme je vous le disais, le but pour nous, c'est d'accompagner nos partenaires, notamment sur la partie co-développement, enfin les centrales, à part sur les centrales de méthanisation, notamment agricoles. Aujourd'hui, un projet solaire ou éolien, quand il est en opération, c'est quand même bien moins lourd que les phases de développement, de financement et de construction. Donc, les parties où on se mobilise le plus fortement, où on va dire que notre valeur ajoutée, en dehors du pur apport financier, de l'apport de fonds propres, euh, on le trouve sur les phases de co-développement et de financement, comme je vous le disais, avec différents formats sur l'accompagnement qu'on peut mener auprès des différents partenaires. Et donc, je vous propose de faire un focus sur les 2 projets citoyens dans lesquels on a investi à date. Donc les projets éoliens d'Anzy-les-Marais et photovoltaïque au sol, donc dans les Landes à Candat, sur la commune de Saint-Paul-les-Dax, de vous détailler un petit peu euh, l'historique de ces projets-là, de la manière dont on s'est positionné, puisque le positionnement est aussi assez différent sur ces 2 projets-ci, et de terminer sur un exemple aussi de gouvernance, chose que nous on voit assez régulièrement sur ce type de projet-là, et comment un acteur privé tel que Terra Énergie, mais avec une forte composante parapublique, peut aussi s'intégrer en termes de gouvernance au sein de projets citoyens où on sait que les questions de délibération sont aussi très importantes, au moins tout autant que le partage des valeurs et de garder cet esprit-là. Donc sur le projet éolien d'Anzy-les-Marais, on parle donc d'un projet qui, si vous n'en avez pas entendu parler, parce qu'il a quand même été fortement médiatisé, on parle d'un projet éolien avec 3 mâts d'une puissance de 16 MW crête, 16 mégas pardon, au total, qui est à gouvernance partagée. Et pour vous refaire l'historique, en fait, il est issu d'un AMI. Le maire d'Andy-les-Marais a lancé un AMI en 2017. AMI qui a été remporté par le développeur Valorem, basé à Bègles, et qui a associé l'association citoyenne À nous l'énergie renouvelable et solidaire 17, ainsi que Terra Énergie sur les conseils d'ailleurs de Sirena pour compléter le tour de table avec les citoyens. C'est un projet qui a été développé assez rapidement puisque il a fallu 5 ans et demi, bon quasiment 6 ans de co-développement, mais ça correspond à un développement très rapide pour les projets éoliens, surtout dans ce département-ci. Et c'est un projet qui a été mis en service l'année dernière, qui tourne. Et pour boucler la boucle, l'énergie produite est valorisée avec un Power Purchase Agreement qui a été signé avec Enercop. Et en plus, le projet a bénéficié de retombées économiques un peu exceptionnelles du fait de la vente marché pendant quelques mois, ce qui a permis aux différents actionnaires de bénéficier d'une prime de développement. Ça correspond à une survaleur qui est générée par rapport à un objectif de rentabilité initial. Et donc, ça a permis notamment à la COPEC qui agrège aujourd'hui à l'actionnariat la société citoyenne, la commune et la Comcom qui ont souhaité contribuer au financement du projet, de bénéficier d'une prime qu'ils redistribuent notamment pour lutter contre la précarité énergétique sur leur territoire. Et ça complète parfaitement le narratif en fait d'un projet initié par la commune, dont la valeur est partagée, qui a été fortement porté en local, ce qui a permis une bonne acceptabilité. Donc un développement rapide, donc une rentabilité supplémentaire. Et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, donc c'est un projet qui est détenu majoritairement par Valorem, qui a gardé 51% du capital et donc qui consolide la propriété du parc.
Pour autant, la COPEC, donc comme je vous le disais, qui agrège communes, Comcom et à nous l'énergie renouvelable et solidaire 17, détiennent aujourd'hui plus d'un tiers du parc, donc avec 31%, et Terra Énergie a bouclé le tour de table en apportant les 18% restants. Ce qui est important aussi, c'est qu'en phase de co-développement, en fait, les acteurs se sont répartis différentes missions. Valorem a piloté la partie technique du développement, donc les différents bureaux d'études, toutes les phases de développement pour présenter des demandes d'autorisation, permis de construire et ICPE, tout le dimensionnement technique aussi du parc, ils ont l'expertise interne pour ça et les équipes dédiées, donc ils sont restés dans leur rôle de développeurs. Pour autant, la partie concertation a été pilotée par justement les différents acteurs de la COPEC, ce qui a permis d'accroître beaucoup l'acceptabilité en local, et donc aussi pour les citoyens de se saisir d'une partie importante d'une mission de développement, qui est justement cette acceptabilité-là. Pardon. Et nous, par contre, côté Terra Énergie, on s'est positionné justement un peu entre ces acteurs-là pour faire le lien entre Valorem, qui est par ailleurs actionnaire très minoritaire de Terra Énergie, partenaire privé, même avec une bonne fibre territoriale, ben, c'est parfois important de être capable de se positionner justement entre la société citoyenne et entre le développeur en expliquant ben, quelles sont des pratiques marché standards, parce que parfois aussi les citoyens pouvaient avoir l'impression qu'on leur vendait quelque chose qui n'était pas forcément le plan de départ, alors que c'est aussi parfois des pratiques industrielles en fait tout à fait standards et que ça résultait de mauvaises compréhensions. Parfois, ben, c'était important aussi d'appuyer la société citoyenne en expliquant aux développeurs bah, qu'il s'était engagé sur un projet qui était différent de ce dont il avait l'habitude et qu'il pouvait aussi tenir ses engagements d'une autre valeur, d'une autre manière et partager la valeur de manière différente. En termes d'acceptabilité, ça a été très important, hein, à noter qu'il y a une éolienne. À la base, c'était un projet de 4 éoliennes, donc il y a une de ces 4 éoliennes qui a été abandonnée pour des questions de co-visibilité aussi. Ça a été un grand débat, ça a impacté la rentabilité du projet. Et donc nous, ben, on se positionne un peu au milieu de tout ça. C'est au quotidien, c'est pas forcément des missions très tangibles. Et sur la partie, par contre, justement, mission tangible et un peu plus ponctuelle côté Terra Énergie, ben, c'est justement faire ce travail-là de vulgarisation et de montée en compétences, notamment sur les volets juridiques et financiers côté association citoyenne. Donc, à l'époque, Mathieu, qui est maintenant directeur de Terra Énergie, a fait des formations aux citoyens sur le fonctionnement d'un business plan d'un parc éolien, comment ça fonctionne, comment on valorise l'énergie produite, comment on rémunère les fonds qu'on y apporte. Et tout ça, ça a participé à la montée en compétences de la COPEC, de ses membres, parce qu'aujourd'hui, ils ont plusieurs centaines de sociétaires. Et Valorem a aussi accepté, fait rare, que la gouvernance soit réellement partagée, puisque la COPEC, donc commune, Comcom et société citoyenne, aujourd'hui a 3 voix sur les 5 du parc et donc garde la majorité sur les décisions clés. La plupart des décisions sont prises à l'unanimité, mais sur certaines décisions non soumises à l'unanimité, bah, la COPEC a la majorité des voix. Et donc, il reste vraiment maître, même en détenant pas la majorité du parc, des décisions structurantes qui pourraient avoir lieu sur leur territoire, en plus de bénéficier aussi des rentabilités économiques, parce que ayant apporté 31% des fonds, ils toucheront 31% des dividendes, leurs comptes courants seront rémunérés aussi. Et donc derrière, c'est une manière ben, justement de se réapproprier tous ces projets-là qui seraient portés sur le territoire et d'en favoriser un très vertueux, pour boucler la boucle avec la commune qui a été à l'initiative de ce projet-là, en favoriser un et en faire un projet exemplaire plutôt que de subir plusieurs projets par des développeurs privés et de ne pas s'y impliquer. Donc, parfois, même si ça nécessite aussi pas mal de courage politique et de temps, d'investissement, hein, c'est assez lourd même pour la société citoyenne, ça peut permettre de mener à des très beaux projets comme celui-ci. Ensuite, pour vous présenter un projet qui est actuellement en construction sur la commune de Saint-Paul-les-Dax dans les Landes. Donc c'est un projet dans lequel on a investi un peu plus récemment euh, et qui était un projet porté historiquement par la commune de Saint-Paul-les-Dax, le collectif citoyen Transition énergétique Saint-Paul.
et qui a été co-développé avec Enercop qui s'est chargé de la prestation de développement et l'outil de financement du développement d'énergie partagée, Énergité, qui a aussi contribué. Je vois que François, tu as rallumé ta caméra. Si tu as des précisions à apporter, n'hésite pas. Et c'est un projet donc qui a été tarifé à la creux, qui est sur une ancienne décharge. Et donc Enercoop n'a pas souhaité investir dans le projet et pour autant derrière la SEM locale et Néerlande et Terra Énergie sont rentrés au capital pour apporter les fonds aux côtés de la commune et du collectif citoyen. Donc on parle d'un projet d'un peu moins de 5 mégas qui a été lancé, comme je vous le dis, vous le voyez sur le calendrier, en 2021 avec une réhabilitation du site entre 2021 et 2023 qui a été attribué en 2022 entre-temps à la société citoyenne qui a obtenu un PC et une dérogation espèce protégée fin 2024, une PTF en 2025, un tarif creux aussi en début 2025 et dont le chantier vient de démarrer avec une mise en service, on l'espère, d'ici à fin 2026, mais pour l'instant, les délais sont tenus. Pour entrer aussi un peu plus dans le dur de la partie financière de ces projets-là et la manière dont on se positionne. Vous l'avez, Terra Energy se positionne, vous l'avez vu, on est rentré assez tardivement sur ce projet-là. Pour autant, on avait été identifié assez tôt par les parties prenantes Il était, du projet. il était chaud? Voilà, je poursuis. Et du coup, on n'a pas contribué au développement. On a été autour de la table une fois que le projet allait aboutir, où les autorisations d'urbanisme allaient aboutir, et donc où le sujet suivant était l'obtention d'un tarif creux et surtout de comment est-ce qu'on le finance. Derrière, juridiquement aussi, comment ça s'organise pour laisser la place entre des acteurs qui sortaient, des actionnaires qui rentraient, en termes de gouvernance, comment ça se passait aussi, qui avait droit à quoi, comment étaient prises les décisions les plus structurantes. Et il fallait aussi qu'on délibère, donc la SEM et Néerlande et Terra Énergie auprès de nos différentes instances, pour voir en fonction des estimations de CAPEX et des estimations de financement bancaire, combien chacun allait devoir apporter pour boucler le tour de table. Donc sur ce projet-ci, on a la banque qui apporte 80% des un peu plus de 4 millions d'investissements. Donc il y a quand même 850 000 euros de fonds propres à apporter sous forme de capital et de compte courant. Euh, donc ce projet, comme je vous le disais, en plus de ça, il a la particularité, enfin pour Terra Énergie, on a eu la particularité de rentrer assez tard. Et donc, on a souscrit aussi à la démarche qui était demandée par les actionnaires historiques de valoriser le travail de développement qui avait été fait. Et donc, on a acheté nos parts au capital, nos parts du capital de la société de projet. Ça a permis, au lieu de les acheter à 1 euro, de les acheter à 2 euros, de valoriser tout le travail de développement qui avait été fait, de rémunérer aussi ce qui avait déjà été investi, parce que les frais de développement sont des frais qui sont à risque. Certes, les frais de construction le sont aussi et d'opération aussi, mais le sont moins que les frais de développement. Dans les énergies renouvelables, en général, il y a un peu moins d'un projet sur trois qui aboutit. Sur les projets citoyens, c'est plus élevé. Ça montre aussi qu'il y a une vraie vertu à ce que les habitants des territoires se saisissent de ces sujets-là. Et donc Terra Énergie a acheté ses parts. On a composé une partie de 120 000 euros de capital social et le reste a été apporté sous forme de compte courant d'associés en pari passu, à savoir donc que chacun des actionnaires doit amener les fonds propres à hauteur de sa détention capitalistique dans ce projet-là. Donc pour Terra Énergie, ça correspond à apporter 20% du total des fonds propres, donc environ 200 000 euros aussi. Et à noter que du coup, Énergie partagée investissement pourra aussi se substituer pour partie au collectif citoyen en fonction du montant des fonds qu'ils arrivent à rassembler. C'est aussi la force d'un collectif comme celui-ci, c'est de pouvoir se dire on garde la part la plus grande possible pour les citoyens et pour autant on ne met pas en danger la faisabilité du projet en fonction de ce qui est effectif en termes de levée de fonds.
Et donc, pour terminer, je vous ai mis un exemple de clause de pacte et de statut, des choses assez standards pour garder justement l'esprit collaboratif et participatif de ces projets citoyens qui nous semblent assez intéressants et auxquels on travaille quand justement on présente notre action à des collectifs citoyens, voire à des collectivités. Euh, pour nous, c'est déjà important que chaque actionnaire soit représenté au sein du comité stratégique qui prend cette décision-là. Quand il y a une société citoyenne qui est notamment à l'initiative du projet, et en tout cas là, lauréate de l'AMI, comme c'était le cas pour le projet de Candat, que la présidence aille aussi à la société citoyenne, voire à la commune, qu'un certain nombre de décisions soient prises à l'unanimité. Euh, certes, ça requiert parfois un peu plus de débat, mais bon, c'est aussi le jeu de ces projets-là et ça permet une acceptabilité sur le long terme bien mieux construite. Oh, excusez-moi, bien mieux construite que un passage en force en fait avec le majoritaire qui prendrait les décisions de son côté. Et donc là, bah, typiquement, il me semble que c'est le cas aussi pour le projet de Candat, c'est que tout ce qui est conclusion d'un financement bancaire, euh, ou alors une décision qui pourrait remettre en cause les financements bancaires, les nouveaux engagements pour les associés, euh, l'adhésion ailleurs, ou en fait qui changerait la destination de la société, c'est des choses qui requièrent un accord unanime. Nous aussi, c'est des choses qu'on exige en général quand on est un actionnaire significatif d'une société de projet, tout simplement parce que on met des montants qui sont notamment des fonds de la région et qu'il est important pour nos actionnaires du fonds Terra Énergie de pouvoir aussi avoir voix au chapitre sur certaines de ces décisions structurantes. On est embarqué dans un projet, certes, dont l'émergence n'est pas de notre fait, pour autant, on est intéressé à ce que le projet se passe bien et donc on essaye d'avoir quand même un petit droit de regard sur certaines de ces décisions. Parce qu'en tant que coactionnaire, on partage de la rentabilité quand il y en a, on partage aussi des pertes quand il n'y en a pas. Et donc, c'est notre manière de fonctionner et d'adhérer à cette philosophie-là. Ensuite, on trouve qu'il est important aussi d'avoir un accord à minima la majorité qualifiée, ou alors avec un certain quorum, par exemple une majorité des 2 tiers, pour les validations des budgets, les appels de fonds, pour des investissements qui seraient significatifs et qui n'auraient pas été prévus au budget, pour les validations aussi des étapes clés, c'est-à-dire se mettre d'accord sur le montant que va coûter la centrale, sur le plan d'affaires, si avoir des clauses de revoyure aussi, si ce plan d'affaires prévisionnel dérape aussi, à partir de quel montant on doit se réunir et redélibérer. On n'est pas forcément à l'euro près sur les montants des projets sur lesquels on travaille, mais pour autant, c'est quand même important que chacun des les actionnaires voient aussi un peu en temps réel comment ça se passe et en tout cas puissent être sollicités s'il est un peu moins présent ou moins investi à une étape particulière de la vie de la centrale, qu'il soit sollicité pour ces décisions-là ou à minima qu'il ait un droit d'information sur ces décisions-là. Et même chose pour tout ce qui a trait à l'arrêté des comptes et au partage de la valeur de cette centrale, au-delà du remboursement des comptes courants d'associés. Je parle bien sûr de la distribution des dividendes. Dans quel cadre on privilégie le retour de fonds auprès des différents investisseurs et on rémunère ces fonds-là. Dans quel cadre on privilégie le fait de constituer un matelas ou une sécurité en cas de crainte de jours de vache maigre, ce genre de choses. Et ensuite, en plus des clauses de gouvernance, il y a aussi des clauses qu'on définit en général dans les pactes, qui sont les clauses de transfert de titres. Comme je vous le disais, on n'a pas vocation forcément de sortir rapidement des sociétés. Pour autant, on trouve qu'il est important que les actionnaires puissent déjà transférer leur part à des affiliés s'ils en ont, puisqu'il peut y avoir des montages juridiques plus ou moins complexes entre les différentes entités qui peuvent financer des projets d'énergie renouvelable et des clauses d'agrément, donc que les actionnaires puissent avoir leur mot à dire sur qui peut rentrer ou non dans la société de projet, qu'il puisse y avoir aussi des clauses d'exclusion si des choses se passent mal, qu'on puisse être d'accord à une très forte majorité, dire que bon, bah, travailler avec tel acteur ne fonctionne pas et donc qu'on continue le chemin sans lui. Euh, Là, vous le voyez, je vous ai mis par exemple ce genre de décision à 80%. C'est des choses qui peuvent être appliquées aussi en réversible à Terra Énergie quand on détient que 20% d'une société de projet, par exemple.
mais ça nous semble important aussi pouvoir, en fait, en cas de blocage, résoudre ces blocages-là avec des décisions un peu plus coercitives et contraignantes. Ensuite, c'est important d'anticiper aussi que au moment où on se met d'accord sur l'investissement, la construction d'une centrale, on est tous d'accord autour de la table, mais que le tour de table peut évoluer dans le temps, que ce soit au sein des entreprises, au sein des collectifs citoyens, qu'il peut y avoir de l'alternance politique dans les communes, et donc que derrière, on puisse avoir aussi des possibilités de sortie, donc de revente des parts, typiquement, euh, mais des droits de sortie conjointes. S'il y a un actionnaire majoritaire qui décide de partir, ben, d'autres actionnaires disent, ben, moi j'avais investi parce que c'était un projet qui avait cette philosophie-là. Si l'actionnaire majoritaire n'y est plus, ça ne m'intéresse pas d'y rester, donc je veux sortir aux mêmes conditions que lui et pas être coincé auprès d'un potentiel repreneur avec lequel je partagerai pas du tout, par exemple, la vision de ce qu'est un projet d'énergie renouvelable, une gouvernance partagée, ce genre de choses. Voilà, et puis ensuite aussi clause qu'on aime bien mettre nous de notre côté, c'est une clause d'inaliénabilité, en se disant bon ben par exemple personne ne peut sortir dans les 3 ans parce que c'est un grand pas qu'on fait ensemble et donc on est d'accord. C'est-à-dire qu'à minima pendant 3 ans le tour de table ne bouge pas, personne n'essaiera de revendre ses parts et on va tous se mettre d'accord pour essayer de faire le meilleur. Tu as Et fini. j'en ai fini. Si vous avez des Ok. questions, n'hésitez pas. Si vous Merci avez des beaucoup. compléments, n'hésitez pas non plus. Oui, peut-être François, puisque tu es là, on peut profiter de ta présence et te dire 2 mots sur le rôle de Terra Énergie dans le projet Candat et ce que ça vous a apporté. Je pense que ça intéresse. En fait, j'attends, je laissais une minute pour savoir s'il y avait des questions avant. Ouais. Ça marche aussi. S'il y a des questions, allez-y. Jean-Paul et Martine, pour le projet de l'ISDI, ça peut vous générer des questions peut-être. Bonjour et déjà toutes mes excuses pour les 5-10 minutes de retard. C'est un petit peu l'actualité est un peu chamboulée à mêle avec certains événements. Simplement, c'est vrai que moi je suis plus sur les questions techniques et moins sur les questions financières. Donc ça m'intéressait d'assister à cette réunion en visio pour faire connaissance avec Terra Énergie, dont j'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que concrètement, bon, voilà, savoir un peu vos actions et comment vous pouvez intervenir sur des projets avec des associations citoyennes comme la nôtre. Et du cas par cas, puisque c'était le propos aussi de ma présentation, de dire qu'on s'adapte aussi aux partenaires avec lesquels on travaille en fonction des projets qui portent, de la taille de ces projets-là, de l'état d'avancement de ces projets aussi, et puis des besoins que vous pouvez avoir en fonction de l'expertise que vous pouvez avoir autour de la table aussi. Typiquement sur le projet Candat, l'expertise juridique est toujours très bien représentée, par exemple. C'est la SEM qui apporte la partie technique autour de table aussi, donc c'est des choses variables aussi. Moi, je ferais volontiers un témoignage là-dessus en disant que l'apport de Terra Énergie, en tant qu'expérimenté intégrateur, c'est très intéressant. On a passé des temps et des temps à écouter, à discuter sur les financements, sur la gouvernance, sur même la technique, parce que il y a des expériences, les appels d'offres, choses comme ça. Donc, l'apport de Terra Énergie est très intéressant. Je vais en profiter pour glisser quelques éléments. Un peu l'histoire du projet Candat. En fait, ça s'est produit en 2020. Une nouvelle équipe arrive à la mairie de Saint-Paul et trouve plusieurs projets de développeurs privés qui nous disent, voilà, vous avez un super terrain qui est classé NENR, donc utilisable pour faire du photovoltaïque. On vous propose, vous nous mettez le terrain à disposition, on vous verse un loyer, puis on se débrouille du reste.
On leur a dit OK, ils nous ont bien expliqué leur truc, etc. On a dit OK, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est tenir les manettes avec vous. Et là, disparition complète des développeurs en question. Ça les intéressait plus. Donc, ben, on a retroussé nos mains, hein, un collectif citoyen et mairie très, 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 très proche, hein. Et on a retroussé nos mains et on s'est lancé là-dedans. On a trouvé un partenaire avec Enercop. Alors, juste une petite précision, c'est que Enercop, c'est pas une histoire de souhait, c'est qu'elle n'avait pas la possibilité de se maintenir dans la mesure où le contrat de vente était euh, fondé sur un appel Euh, d'offres creux. Et donc, l'appel d'offres creux constitue une aide d'État et qui est redondante avec celle qui bénéficie pour l'actionnariat. Donc, ils ont été obligés de quitter et donc, effectivement, ils ont revendu nos parts, on en a racheté un petit bout. euh, et puis, bon, bref, ils sont sortis, mais on se suit de près, on partage beaucoup. Alors, il y a une question qui est très importante, c'est le partage des valeurs, hein, mais, Martin, tu l'as dit, on est vraiment en phase euh, avec nos partenaires. Alors, nous n'avons que des partenaires ou publics ou citoyens. La mairie, le département des Landes, via la SEM et Néerlande, et la région via donc Terra Énergie. Et Énergie Partagée Investissement, qui est une émanation citoyenne, enfin je pense que vous connaissez, donc qui investit, et qui là, en l'occurrence, Martin a dit qu'il pouvait le faire, mais en l'occurrence, c'est eux qui font. Ils font la soudure par rapport à l'investissement citoyen. C'est-à-dire que pour l'instant, on essaye de récolter des sous, des sous, des sous, des sous, mais on n'arrive pas à atteindre la cible qu'on souhaitait, hein, donc de 10%. Pour l'instant, on est aux environs de 3,5, 4. Et donc, c'est Énergie Partagée Investissement qui fait la soudure. Et donc, c'est eux qui complètent notre investissement. Donc, je disais effectivement, Terra Énergie nous a beaucoup apporté. Euh, Ils n'étaient pas actionnaires, déjà ils apportaient parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec les Mathieu, Mathieu Godefroy et Mathieu d'Avril, et ça nous a permis de bien progresser. Et puis maintenant, bah voilà, ils sont aux manettes avec nous et vraiment c'est rassurant, c'est un effet modérateur qui est très très intéressant. En termes de gouvernance, ce que j'ajouterais, c'est que effectivement, nous, on a une gouvernance à 6 personnes au niveau du comité stratégique. Donc, on a le président, la mairie, les citoyens, Terra Énergie, le département des Landes et Énergie Partagée Investissement. Donc, avec voix prépondérante du président. Donc, Martin l'a dit, mais qui est désigné par, allez, on va dire, les locaux, quoi. Donc, alors, donc, le comité stratégique est vraiment archi-majoritaire au niveau des acteurs locaux. Euh, Ça, c'est rassurant, surtout pour la commune, parce que la commune, elle nous suit d'assez près, hein. On a une réunion avec le maire une fois tous les mois à peu près pour partager l'avancement. Mais c'est rassurant pour tout le monde, pour tous les locaux, pour se dire que bon, ben, notre voix sera toujours entendue. Un point qui est important, c'est que actuellement, toutes les décisions importantes ont été prises à l'unanimité. Et c'est une ambition pour nous de maintenir cet état de fait. Et voilà, donc c'est un point pour nous important. Voilà. Merci beaucoup. Merci Très François. intéressant. Je pense que ça va inspirer d'autres projets identiques. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions suite à ce témoignage? Oui, moi Attendez, j'avais juste une petite question, ça a peut-être été dit, pardon, en début de réunion. C'était la surface du projet, justement, Monsieur Carbonel. Alors nous c'est 5 hectares, donc 5 mégawatts. Et D'accord. donc, Martin a dit que eux, ils intervenaient entre 3 et 50. Ouais, c'est ça. Et cette limite inférieure des 3 mégawatts, elle est stricte ou ça peut s'envisager pour Non, un peu en plus fait, petit? la limite, c'est une fourchette indicative parce que nous, Mhm. statutairement, on peut pas investir moins de 100 000 euros dans un projet.
Et Ok. donc, quand on regarde un projet, qu'on se dit qu'il va y avoir 80% de financement bancaire, 20% de fonds propres, et que sur ces 20% de fonds propres, on va apporter en gros entre 20 et 40%. Si le projet fait en général moins de 3 mégas, on n'arrive pas à Mhm. atteindre ces 100 000 euros. C'est pas Ok. strict. Des fois, il y a des capex, enfin, il y a des gearings différents, donc avec moins de financement bancaire. Euh, c'est pas forcément bon signe parce que ça veut dire que le projet est moins rentable aussi. Chose que j'ai pas précisé, on est pour le coup un outil, on n'est pas une subvention, donc quand on investit, on a la vocation à investir dans des projets avec un retour sur investissement. On va pas c'est pas le critère forcément qu'on regarde en premier sur un projet, notamment sur des projets citoyens. Pour autant, il est quand même important que quand on investisse, un minimum, on ait la perspective de retrouver nos billes, si possible avec de la rentabilité, et donc on regarde des projets rentables. Et, et j'ai une question. Tu disais que vous étiez assez exigeant sur le projet, pas seulement sur la rentabilité, mais sur le portage et les valeurs. Est-ce que vous avez des lignes rouges sur lesquelles vous allez refuser les Ouais, projets automatiquement? Vous avez des... ouais. Bon, après, je pense pas que ça s'applique sur les cas de projets comme ça, mais Ouais. oui, typiquement en termes de ligne directrice politique, on va pas sur bon, maintenant, la réglementation en plus a changé, plus contraignante sur ces sujets-ci, mais projet avec défrichement assez Mm. compliqué. On en a fait passer par le passé, on en a encore en développement dans notre portefeuille. Aujourd'hui, il a été acté au sein de notre conseil d'administration qu'on n'allait plus sur des projets avec défrichement. Quand on va sur des projets de méthanisation, mais ça va peut-être moins vous concerner, pareil, on fait très attention au bilan hydrique global de l'opération avec le type de culture qui vont rentrer dans le process, qui peuvent dégrader ou pas en fonction du type de culture, les sols, remplacer les cultures alimentaires, ce genre de choses. Donc ça, on s'aligne aussi sur la politique de la région en termes de subvention, puisqu'elle subventionne ces unités-là. Voilà. On émet un petit fonds, hein, 14 millions à investir à horizon 2028 au total. Ça fait qu'on ne va pas du tout sur tous les projets en Nouvelle-Aquitaine. On a plutôt tendance à aller sur des projets, on va dire qu'on estime vertueux, et des projets un peu vitrines que sur tous les projets par défaut. Et globalement, ce questionnement-là, on va plus l'appliquer à des projets de développeurs privés uniquement, où ils nous solliciteraient plus pour, on va dire, l'habillage politique pour l'instruction de ces projets-là. Ok. Merci. Et une autre question. On parle beaucoup d'ACC en ce moment. Et on sait que les banques sont assez frileuses pour financer ces projets-là. Est-ce que vous, ça ne vous fait pas peur? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience là-dessus? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets, des gros projets avec vente en ACC? Alors, on a des gros projets en développement actuellement avec ACC. C'est des projets un peu particuliers parce que on parle de grosses centrales au sol, donc Mm. plusieurs dizaines de mégas, sur lesquelles en fait une petite partie de ces centrales, donc moins de 3 mégas, puisqu'on est en zone rurale, on peut monter jusqu'à 3 mégas, serait dédié à de l'ACC et en fait on adosse la rentabilité ou la non-rentabilité de ces petites briques en ACC à la rentabilité des grosses centrales et on arrive à avoir un beau packaging qui fait que ces projets-là, a priori, seront finançables avec un tour de table un peu structuré aussi, avec ça, des développeurs aux épaules assez solides. Sur les projets en ACC pur avec financement bancaire, c'est des sujets honnêtement qui sont très compliqués au niveau bancaire parce que le risque associé, c'est un risque de contrepartie. Quand on a un contrat d'autoconso individuel ou patrimonial avec une collectivité, il suffit de regarder en gros les finances du consommateur et du payeur de cette énergie. Quand on est sur une opération d'ACC qui n'est pas patrimoniale, donc qui ne concerne pas par exemple qu'une commune, qu'une Comcom, qui va aller chercher des citoyens, des petites entreprises, ce genre de choses, il faut avoir un panachage qui permette de se dire bah, potentiellement déjà demain j'ai moins de clients, des clients qui peuvent changer, puisque on est aussi soumis aux mêmes règles qu'un fournisseur classique sur ça. Donc, avec un mois de préavis, il peut changer de fournisseur. Il n'y a pas d'engagement non plus de consommation de volume, contrairement à des contrats qu'on peut avoir en autoconso individuel. Et donc, les projets qu'on voit émerger en ACC pur, c'est plutôt des petits projets et qui se financent très majoritairement sur fonds propres. Donc, c'est des choses qu'on voit moins passer parce que c'est plus petit que ce qu'on voit dans notre scope, tout simplement parce que en fait,
on voit pas aujourd'hui de projet de plusieurs méga émergés en ACC pur, tout simplement parce que personne n'investit des millions pour les financer intégralement en fonds propres, en n'étant pas sûr derrière de retomber sur ses pattes là-dessus. Euh, Ça, et actuellement, on est en étude juste pour, on va dire, éclaircir un petit peu mon propos et l'adoucir aussi sur les perspectives de l'ACC. Dans certains cas, la région peut attribuer des subventions sur les projets ACC. C'est des choses qui sont actuellement à l'étude et qui ont déjà été attribuées dans certains cas sur des projets qui doivent voir le jour. Ça permet pas de compenser le risque de contrepartie, mais ça permet de baisser. De toute façon, enfin, les ENR sont des vases communicants. Vous avez vos entrées, vos capex, les opex au quotidien, et derrière les rentrées d'argent avec la vente d'énergie. On n'arrive pas à contrôler la vente d'énergie. Par contre, avec les subventions, on arrive à réduire l'investissement initial. Et donc, toute chose égale par ailleurs, ça s'équilibre un peu en disant, bon, ben, en fait, l'investissement initial va être réduit significativement et ça va nous permettre d'être capable de prendre plus de risques sur la vente de l'énergie. Et donc ça, c'est un peu les modèles alternatifs qu'on voit émerger, en tout cas dès qu'on sort de tout petits projets où il y avait encore des obligations d'achat, ce genre de choses, quoi. Avec la fin du S21, je pense que ça va malheureusement un peu ralentir la CC, et pour autant, ça risque de devenir un modèle aussi pour valoriser la production de ces petites centrales, après, qui, de par leur taille, sont un peu moins notre objet. Merci. Et sur Cordette, je me souviens plus trop, vous aviez réfléchi à de la CC ou c'est envisagé ou c'est mis de côté? Alors, l'ACC sur Candat, pour l'instant, d'une part, un premier point, c'est que aller négocier notre contrat bancaire avec une partie ACC, ça nous semblait un petit peu gonflé. D'autre part, actuellement, donc Saint-Paul est une commune qui est classée 2 au niveau INSEE, c'est-à-dire commune semi-urbaine, et donc on a droit à un périmètre enfin un diamètre de 2 km du disque de périmètre d'autoconso. Et donc dans le périmètre de 2 km, c'est simple, il y a des pins, et ça consomme pas beaucoup. Et donc ça c'est les deux éléments. Euh, on a toujours ce projet en tête. On a encore parlé cette semaine, avec la perspective de décoincement sur les conditions. Là, on a admiré, Colin, ton tableau sur sur les conditions d'accès des périmètres. Et donc, on a des pistes, par exemple le SDIS, si on arrive à convaincre le SDIS de se raccorder sur la CC, ben, on va se retrouver avec 10 km de rayon, et à ce moment-là, ça passe tout à fait sur le plan diamètre. Après, sur le reste, il faut qu'on arrive à modifier notre installation, mais déjà on a des idées sur ce qu'on pourrait faire. D'une part, il faut qu'on arrive à trouver le financement parce que les banques, quand on va leur expliquer qu'on va leur enlever 500 kilos de production sur le truc sans une garantie forte de notre tarif de rachat, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, on a ces questions qui sont un peu pendantes, mais on l'a toujours bien en tête. Et notre espoir, c'est que, qu'il y ait de nouveau un coup comme l'Ukraine qui s'est produit en 2022, qui fasse que non, enfin, ça arrivera un jour ou l'autre, forcément, hein, Oui, mais ça, ça c'est sera pas pas un l'Ukraine. espoir. Non, non, mais c'est une certitude. Qu'à échéance, il y aura quelque chose il y aura un coup de chien sur les tarifs. Et là, tout le monde va se retourner en disant, ouh là là, qu'est-ce qu'on serait content d'avoir un tarif stabilisé. Or, l'ACC, la grosse caractéristique de l'ACC, c'est que c'est un tarif qui n'est pas spéculatif du tout. Et, Et dans les axes de réflexion qu'on a en ce moment, c'est on regarde avec intérêt tout ce qui est stockage. Et si vous devez vous lancer sur un projet photovoltaïque au sol, réfléchissez à faire du stockage en même temps. Le prix est en train de s'écrouler sur le stockage et la rentabilité donc progresse énormément. Mais là, il y a du boulot pour arriver à modéliser tout ça, hein. ok. D'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Anne, c'est bon pour toi?
Du côté d'Ampère, c'est clair? Bon, c'est encore un peu, ça a besoin d'éclaircies, je dirais. Là, bon, on essaie d'aller sur tous les points financiers, gouvernance, technique, communication en même Mhm. temps. Et c'est vrai qu'avec un petit groupe de 15, bon, ça prend un petit peu de temps. Mais en fait, bon, tu connais notre fonctionnement, Colin. On progresse, Ça prend jour le après temps. jour. C'est ça. Ok, moi j'avais plus de questions. On peut peut-être en terminer là. C'est Bah, très bien. enregistré, donc vous aurez l'enregistrement dans la prochaine gazette de Sirena. N'hésitez pas à le diffuser s'il y a des gens que vous connaissez qui auraient aimé être là. Merci en tout cas à Martin et à François aussi pour son témoignage. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Avec plaisir et à votre disposition Merci si, beaucoup. Mer- si besoin. Merci. Merci à tous. Au Bon Et revoir. Bonne après-midi, journée. bonne Au fête. revoir. ouais. Colin, tu nous enverras le lien de cette visio, s'il te plaît. Ouais, Merci. tout à fait. Et Au très bonne revoir. fête à tout le monde, oui. Au Aussi. revoir.